Bonjour, cette semaine au Héros Anonyme, je vous propose 2 histoires qui pourraient vraiment faire l'objet d'un scénario de film, du style Mange, Prie, Aime ou en anglais Eat, Pray, Love. Un film qui nous rappelait l'importance d'être entouré par une communauté lorsqu'on se réinvente. Je pense aussi au film québécois Gaz Bar Blues où des hommes se réunissaient au garage du coin. Une place où se tenir, c'est important le sentiment d'appartenance. C'est un peu le cas de notre premier invité, une entrevue que vous allez pouvoir entendre sur le fil audio de l'Héros Anonyme. Toutefois, nous vous gardons en vidéo notre deuxième invité. Mais un peu pour vous parler du contexte, c'est l'espace DEP Sylvestre, DEP pour dépanneur. Et c'était en fait un dépanneur typique qui est devenu au fil du temps, grâce à un rachat, un lieu de rassemblement pour la communauté où il se crée tout plein d'activités par et pour la communauté. On y a installé un café-resto et tout plein d'activités. Et au café-resto, ça sert également de plateau de travail pour les personnes handicapées. Nous allons recevoir Hubert Denis, qui est le trésorier et le directeur par intérim de l'espace DEP Sylvestre. Maintenant, pour ce premier bloc, elle nous fait le plaisir d'être avec nous en studio et ici sur YouTube. J'accueille celle qui symbolise pour moi une héroïne anonyme. Vraiment quelqu'un qui a décidé de faire la différence et qui, en fait, de ce que je comprends de son histoire, elle l'a fait depuis toujours grâce aux exemples qu'elle a eus dans sa famille. Rachel Lapierre est une infirmière de rue qui est habituée aux voyages humanitaires, notamment en Inde, à l'œuvre de Mère Teresa, et qui, un jour, a reçu un signal qu'elle devrait acheter un billet de loto qui s'est avéré gagnant, qu'elle a décidé d'investir pour créer le book humanitaire. Et depuis, ce sont des milliers d'actions soutenues par sa dynamisme et sa capacité de rallier des bénévoles. Plus de 5000 bénévoles qui aujourd'hui font une différence pour changer le monde au book humanitaire. Bonjour Rachel. Bonjour. Vraiment, quand je vous écoutais, parce que moi, je vous ai d'abord vu sur Facebook, à un moment donné, je me suis dit, non, mais quelle femme, il faut absolument que je la rencontre. Et la vie me donne l'occasion de le faire. Donc, je comprends que c'était le bénévolat, l'implication, ça avait toujours été là dans votre vie. Mais disons que moi, ma famille vient des îles de la Madeleine. Puis les îles de la Madeleine, c'est tissé serré. Tout le monde s'entraide. Tu sais, moi, souvent, je fais le parallèle à il y a 50 ans, quand une maison passait au feu, tout le monde arrivait. 2 jours plus tard, la maison était reconstruite. Il y avait un problème de santé mentale dans le village. J'étais l'enfant le plus heureux du village. Une femme accouchait, les petits plats arrivaient devant sa maison. Fait que je suis née dans cette mentalité-là. Fait que c'est un peu ça là, que je pense qui a germé, si on veut, là, mais chez nous, le bénévolat, c'est important. Et que vous regrettez un petit peu ce temps-là où il y avait peut-être plus de solidarité? Bien, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on va très vite. On est souvent sur nos cellulaires, nos iPads, iPhone, tout ça, puis souvent, on connaît pas le nom de notre voisin. On ne sait pas ce qu'il vit en ce moment. Puis ça, je trouve ça dommage. Puis il suffit souvent de peu pour finalement nous réveiller puis dire, faisons une petite action. Mais le contact humain, si je regarde les personnes âgées aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui sont isolés. Oui. Tu sais, je vais comparer la misère ici versus la misère en Inde, à Calcutta, exemple. À Calcutta, les gens, même s'ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés, puis parfois, je rencontre des gens entre la vie et la mort et tout ça, ils sont heureux. Oui. Mais ici, je trouve qu'on a beaucoup de misère sociale. Détresse mentale. Oui, les gens sont malheureux, les gens sont isolés. Puis je pense que si on s'y mettait, on pourrait changer ça.
Ah ben, on pense spontanément à la chanson, oui. Mais ça prend des bougies d'allumage. Moi, j'ai pu constater, ayant été pas mal engagée aussi dans différents mouvements, que ça prend une personne qui tout à coup donne l'infusion, qui est la bougie d'allumage, et tout à coup, le bon chez les gens se traduit, passe d'une volonté à une action. Et je comprends que c'est votre rôle dans cette vie. Bien, en fait, ce que j'ai compris avec le temps, si on s'imagine dans la lumière, qu'on est une lumière, mais on influence une personne, on allume l'autre lumière, qui va allumer l'autre lumière. Et souvent, je fais des présentations dans les écoles, même les écoles primaires, puis je fais venir les petits-enfants sur la scène, puis je dis, toi, là, tu textes tes grands-parents que tu n'as pas parlé depuis longtemps, ça va te prendre combien de temps? Fait qu'il dit, une minute. Mais le message texte, tes grands-parents vont être heureux, ils vont aller à l'épicerie, la personne, il lui manque 5 $ pour payer l'épicerie, ils sont tellement heureux parce que le petit Joseph il a envoyé un message texte ce matin, puis là, le parent qui a réussi à payer l'épicerie va emmener les enfants au parc, les enfants ça devient une chaîne de bonne action, une chaîne de bonté, de bienveillance. Est-ce que c'est un peu ça qui explique le fait que vous êtes passé de quelques bénévoles à 5000? Bien, en fait, c'est difficile à évaluer le nombre. C'est sûr que sur place, on a 90 bénévoles, mais on a tellement de gens qui nous suivent. C'est beaucoup plus que 5000 personnes qui répondent. Oui. On a essayé de faire de trouver un chiffre là, qui correspond le mieux. Mais en fait, je pense que les gens ont besoin de donner. Les gens ont besoin d'aider son prochain. Ça nous fait du bien. Vous savez, quand on achète un nouveau chandail, on est content 2 jours. Le maximum, c'est 2 jours. Puis quand on a une nouvelle voiture, c'est maximum 2 semaines. Mais quand on fait une bonne action, c'est quelque chose qu'on met dans notre coffre au trésor puis qui va rester longtemps. Fait que l'humain a besoin de ça. Il y a des tests, ils ont fait des tests en Afrique, ils ont donné une maison, un appartement, un travail à des gens qui étaient dans la rue. Au bout de 6 mois, ils n'étaient pas heureux. Là, ils ont dit, mais pourquoi? Et on dit, mais on n'a pas l'impression qu'on fait partie de la société. Ah, c'est ça. Toujours l'inclusion, la communauté, une place où se tenir. Et là, je comprends que vous étiez déjà une personne qui s'engageait. Bon, vous avez raconté votre enfance et tout, mais vous aviez déjà des voyages humanitaires là, dans le baluchon, plus d'un. Bien, ça fait à peu près 32 ans que je fais des voyages humanitaires. Pour moi, ça, c'est ma passion première. J'étais en Haïti lors du tremblement de terre. J'ai fait l'Afrique, le Chili, un peu partout. Mais depuis 10 ans, je suis surtout à Calcutta, en Inde, où je fais du travail de rue. Où j'ai commencé comme bénévole dans les centres de Mère Teresa, là-bas. Et à un moment donné, j'ai dit, il y a beaucoup, tu sais, dans les centres de Mère Teresa, ils sont bien nourris, bien lavés, des beaux vêtements, tout ça. J'ai dit, je vais prendre un sac à dos, je vais mettre mes choses et je vais aller dans la rue. J'ai commencé à faire de la rue, soigner, nourrir. Puis les gens ont dit, ben t'es donc bien chanceuse de faire ça. Puis je leur ai dit, ben écoute, viens. Je suis pas une agence de voyage, paye tes choses, puis fais juste de me suivre. Ça fait 10 ans qu'on fait Calcutta. On fait aussi le Sénégal, où on s'occupe des petits garçons de la rue, là-bas, les jeunes talibés. Mais moi, ça me fait du bien. Puis quand ça fait quelques mois que je peux aller en mission, ça me manque parce que, tu sais, quand tu reviens d'une mission humanitaire, là, t'as pas le goût de chialer sur le spaghetti. Tu apprécies chaque petite chose que tu as parce que, tu sais, rapidement, quand on revient, tu sais, on recommence à magasiner, puis on n'a jamais assez parce que je suis humaine, là, je suis comme tout le monde, puis... Mais quand je vais en Inde, ben quand je reviens, ben j'ose espérer que je suis une meilleure personne. Et qu'est-ce qui a été le terreau était déjà là, si je comprends bien, mais pour en venir à créer le book humanitaire. J'ai l'impression on parle d'une lumière qui est une bougie d'allumage. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui voulait que vous fassiez ça, là. Bien, en fait, je suis une personne qui a beaucoup la foi, mais à cette époque-là, les gens me disaient, c'est beau aider ailleurs, mais ici aussi, il y a des besoins. Puis là, j'ai dit, oui, c'est vrai. Fait que je me suis dit, je vais faire ma part. Fait que c'est simple, là. Je suis partie dans un parc à Saint-Jérôme, puis j'ai commencé à donner de la soupe, puis des bottes, puis des manteaux. Là, rapidement, les gens m'ont emmené ça chez nous. J'ai rempli mon garage. J'ai rempli le garage de mon chum à l'époque. Et là, un moment donné, mon chum, il a dit, tu sais, Rachel,
un garage, c'est important. C'est l'antre de l'homme, donc trouve-toi un autre endroit. C'est ça. Fait que je me suis loué un petit local à Saint-Jérôme, mais j'étais toute seule à l'époque. Mais au début, je m'occupais surtout des familles migrantes parce que Saint-Jérôme, c'est un pôle d'immigration. Et je m'occupais des personnes en situation d'itinérance. Et là, les gens ont commencé à arriver. Puis rapidement, ça a pris l'ampleur. L'année dernière, on a réussi à faire 467 000 actions. Wow! Oui, c'est vraiment magique, mais c'est la force du nombre. Oui. Cette multiplication. C'est ça, il y a eu quand même, au-delà de tout ça, ce fameux billet de loto gagnant qui a aussi été une promesse que vous vous êtes faite. Racontez-nous l'histoire. Quand je dis que c'est un peu un scénario de film, là, il y a de ça aussi, là. En fait, je suis une personne j'ai été faire avec le temps mon cours d'infirmière parce que je trouvais qu'en mission, j'étais plus efficace avec ces connaissances-là. OK, donc je comprends que quand vous êtes allée en mission, vous n'étiez pas infirmière encore. Au début, non. Ah, d'accord. Au début, non, mais je travaillais quand même dans les soins parce que je parlais français, anglais, espagnol. Et là, à un moment donné, je me suis rendu compte que si j'avais mon cours, je pourrais faire encore plus. Fait que je suis retournée sur les bancs d'école le jour, j'ai fait mon cours, puis je suis devenue infirmière. J'ai commencé à travailler dans les hôpitaux. Fait que je travaillais dans les hôpitaux. J'avais une érablière avec mon copain. Mais là, puis je faisais le book. Fait que j'avais 4 ados à cette époque-là. J'étais monoparentale. Wow. Donc, c'était beaucoup dans ma soupe. Et là, un soir, je suis allée faire l'épicerie chez Loblaw. Et il y a quelque chose qui m'a dit, achète un billet de loto. Puis, tu sais, j'en achète pas souvent. Mais là, c'était comme une évidence. Fait que j'ai fait un pacte avec la vie. J'ai dit, si jamais je gagne, mais j'étais sûre de ne pas gagner, mais j'ai dit, si jamais je gagne, je vais faire le documentaire jusqu'à la fin de mes jours. Je vais faire que ça. Puis la vie a fait que j'ai gagné en vie. Fait que c'était le lendemain, mes enfants ont dit, on va le fêter, tout ça. Je dis, non, j'ai fait un pacte. Oui, et je vais respecter la promesse. Oui, mais ça me faisait plaisir. Oui. Puis, je travaillais pas moins par la suite. C'est pour moi, là, je travaille beaucoup plus que quand j'étais infirmière. Parce qu'on répond aux situations d'urgence non comblées. Mais je fais ce que j'avais envie de faire. Puis, tu sais, je crois beaucoup au destin. Quand tu veux faire quelque chose, tu sais, d'être sur ton X. Oui, je trouve ça important et c'est le sentiment que j'ai en ce moment. Donc, je suis très, très heureuse. Mais c'est contagieux quand on vous écoute. Ça réinvente des nouveaux possibles et de voir aussi qu'on a besoin au Québec de raviver cette flamme-là de la solidarité parce que je suis d'accord qu'il y a beaucoup trop de gens qui vivent dans l'isolement et j'imagine là que vous voyez sans doute un peu là, avec la démographie, le vieillissement qui s'en vient, on va avoir encore plus besoin de serrer les coudes puis d'être présent auprès des personnes âgées, entre autres, qui sont seules. Bien, en fait, ce que je réalise depuis la COVID, c'est que les besoins ont quadruplé. Nous, en ce moment, on nourrit plus de 500 personnes par jour gratuitement. Par jour. On a un frigo libre-service. Le jeudi, on livre à environ 535 repas à des personnes en haut de 70 ans qui ne mangeaient pas à leur faim. On a un VR médical qui soigne les sans-abri, les sans-papiers. Il y a beaucoup de sans-papiers. Personnes en situation d'itinérance, oui, mais aussi les femmes violentées. Et les Premières Nations, c'est que en ce moment, je vois dans les stationnements du Walmart des personnes âgées qui vivent dans leur voiture. Moi, j'ai jamais vu ça au Québec. C'est un phénomène nouveau. Beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'une tape dans le dos ou d'un sandwich ou bon. Et on n'arrête pas. C'est pour ça que selon moi, c'est un problème de société. Oui. Tu sais, il va falloir s'ouvrir les yeux puis dire, mon voisin, es-tu correct? Parce qu'on n'y arrive pas présentement, les gens vont pas bien. Oui, c'est un constat que je partage. Rachel, on prend une courte pause. On revient tout de suite. Oui. De retour au Héros anonyme avec Rachel Lapierre du Book humanitaire qui va célébrer son 10e anniversaire. Donc, 10 ans déjà à créer des bonnes actions en série. Et parlant de série, là, vous avez en tête un rallye? Disons que le documentaire, on a beaucoup de petites branches là, que je vous ai pas parlé, mais on fait beaucoup de choses. Mais on a créé Qui change le monde? Donc, ça, c'est comme le documentaire n'est pas subventionné.
et on n'a aucun salarié non plus. C'est 100% bénévole. Aucun salarié. Aucun salarié. Et tout ce qu'on reçoit est redonné à 100%. Fait que ça, c'est quand même particulier. C'est vraiment, vous êtes une transmission directe. Oui. Et ça, c'est quand même rare. Et donc, une façon d'aller chercher des fonds, on a créé Qui change le monde, qui fait des événements. Et le prochain événement, c'est un rallye qui va se promener dans les Laurentides. En fait, c'est le rallye Mazda Saint-Jérôme. Et on fait... puis ça se termine avec un souper là, à la fin qui va réunir tous ceux qui ont passé par le Bookmentaire comme bénévoles, les donateurs et ceux qui ont un intérêt à la cause. Donc, il y a cet événement-là qui s'en vient. Puis à l'automne, on a toujours la marche qui change le monde, qui est quand même un événement assez particulier aussi. J'ai lu un peu dans le dossier de presse aussi que vous aviez des préoccupations, notamment pour l'importance d'avoir une bonne gestion financière. Parce que oui, c'est important qu'il y ait des gens comme vous qui ont comment je pourrais dire, la capacité de redistribuer, d'aller cogner aux portes et de pouvoir redonner, d'agir comme agent de transmission. Mais au niveau prévention, il y aurait beaucoup à faire aussi. Vous parliez entre autres de l'importance d'avoir une bonne gestion financière. Mais en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens sont vraiment... ils fonctionnent, mais au jour le jour. Là. C'est qu'aussitôt qu'il arrive un imprévu, que ça soit une séparation, mais que ça soit... ce que je vois beaucoup, c'est de la maladie. La personne tombe malade, il n'y a plus de revenus. Fait que les gens n'ont pas de coussin. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose on fait beaucoup la promotion, tu sais, d'aller se mettre un petit coussin de sécurité, puis que quand ça va pas bien aussi, d'aller chercher les ressources. Parce que souvent, les personnes âgées osent pas aller vers les ressources, mais ils sont là pour eux. Puis, tu sais, ils ont travaillé toute leur vie, ils connaissent pas les ressources. Puis, il y a aussi l'orgueil aussi qui dit, mon Dieu, mais on est rendu là. Et je pense qu'il faut mettre sa gêne de côté. Puis, il y a des gens extraordinaires que, des fois, on va vers une ressource, puis la personne donne juste le petit coup de pouce qui manque pour remonter en selle puis continuer par la suite. Puis souvent, il y a des programmes ou des choses en place que les gens connaissent pas. Fait qu'il faut oser aller demander puis regarder ce qu'on peut faire pour vous aider là. T'sais. Quelle différence vous faites entre votre action et les organismes communautaires typiques? Ah mon Dieu, disons que chez nous, ce qui est particulier, c'est on est vraiment des gens de terrain. On est des gens, il arrive une demande, on la règle dans la même journée là. Et on dit toujours oui. Au début, c'est sûr que d'être 100% bénévole, d'être non subventionné, c'est aussi particulier. Mais pour moi, ce qui était le plus important, c'était l'humain. Pour nous, comme on n'est pas subventionné, on n'est pas besoin de faire des piles pas de reddition de compte. Non, c'est ça. Fait que nous, ce qu'on fait, la personne sonne à la porte, puis je dis pas, vous n'êtes pas dans ma tranche d'âge, je peux pas vous servir. Moi, si quelqu'un m'est présenté, c'est qu'il a besoin. Et ce qui nous différencie, je pense, qui est notre force plutôt, c'est le non-jugement. Vous savez, la personne qui cogne à la porte ou la personne qui est en situation d'itinérance ou la personne qui va pas bien, c'est l'enfant de quelqu'un. Ou c'est le grand-papa de quelqu'un. Et ça, parfois, on l'oublie dans le système. Et moi, j'aime beaucoup savoir l'histoire. Et je vous garantis que tous les gens qu'on aide, je ne mettrai pas leurs souliers. Parce que quand tu connais l'histoire, et là, tu auras envie de tout leur donner parce qu'il y a toujours une histoire. Et souvent, les gens vont dire, oui, mais tu sais, peut-être qu'il va abuser. J'en vois pas, moi, qui abuse. C'est soit qu'il y a un problème, peut-être qu'il vient vous voir parce qu'il y a un problème de sociabilité, il est tout seul, puis en venant demander de l'aide, mais il y a une raison pourquoi cette personne-là se présente à votre porte. Fait que nous, c'est le non-jugement, puis c'est de faire le plus de bonnes actions possible. C'est très simple. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Ouais. Mais, par exemple, les autres OSBL avec qui, j'imagine, vous avez des possibilités de référence, est-ce que parfois, il y a un sentiment de ne pas comprendre ce que vous faites ou le rôle que vous tenez par rapport à peut-être certains OSBL qui ont des missions vraiment très spécifiques?
C'est sûr qu'on est une bébite à part. Oui, c'est ça. Si j'ose dire. C'est quasiment de l'entrepreneuriat social oui. ou de l'entrepreneuriat humanitaire. Oui, c'est une façon différente de voir la misère. Et nous, on n'a pas de case, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est dérangeant pour des OSBL qui ont une structure, puis qu'ils doivent cocher, puis tu rentres pas dans, il y a une procédure. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de procédures. C'est sûr qu'on pose des questions, mais on pose des questions surtout pour mieux aider la personne, pas pour dire, ben non, moi, je te sers pas. Moi, je me dis que la personne qui a l'humilité de venir cogner à votre porte pour demander de l'aide, ben, je veux dire, il faut s'y arrêter. J'aurais tellement de questions, Rachel. Qu'est-ce qui vous tient autant en forme? Comment vous allez chercher votre énergie? En fait, moi, je m'entraîne parce que sinon... en fait, tu sais, j'ai toute la journée, les cas problèmes arrivent sur mon bureau, souvent, puis c'est souvent dramatique. Mais donc, quand je pars du bureau, pour moi, j'ai toujours mes souliers de course dans ma voiture, puis j'arrête sur la 117, puis je vais aller courir un 10 km. Puis là, je crie, je chante. Les gens qui sont habitués de me voir passer, ils savent. Je marche. Tu sais, j'ai pas d'orgueil, là, tu sais. Et pour moi, ça me fait du bien. Je fais même des demi-Ironman, puis des Ironman. Ah oui, mais vous avez fait Iron Woman. Mais une femme de feu. Mais comme un vieux diesel. OK? Je peux arriver l'avant-dernière, même la dernière, et ça me dérange pas. Le but, pour moi, je fais ça pour deux raisons. Parce que ça me donne la discipline de m'entraîner toute l'année. Et la deuxième raison, c'est que quand on pense qu'on va mourir, là, qu'on n'est plus capable dans la vie, là, ben, on est encore capable. Et quand je suis rendue à la course, puis que je me dis, mais t'es donc bien folle, ou pourquoi tu t'es inscrit à ça? Mais là, je me joue avec mon mental et là, je me dis non, t'es capable, tu vas y arriver, un pas à la fois et tout ça. Et ça développe ma force mentale pour toujours aller plus loin, puis de dire, ben, je suis encore capable. Et ça, pour moi, le sport m'apporte cette force-là. La journée que j'aurai plus de plaisir, je vais arrêter, mais pour le moment, je m'y amuse encore. Est-ce que vous réalisez que vous influencez aussi des gens à s'entraîner? Là, on parlait de films tout à l'heure, on dirait que je vois Forrest Gump, tout le monde qui court derrière lui. Bien, c'est sûr que j'ai influencé tout le monde de ma famille parce que tout le monde a fait des demi-Ironman, mais il faut s'amuser. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. T'sais. L'obsession de la performance aussi qu'il y a beaucoup dans notre société. Il faut vraiment s'amuser. Et je m'organise pour m'amuser quand je le fais. Mais c'est certain que on influence toujours de par nos actions les gens qu'on croise dans notre vie. Et si ça a pu influencer des gens à se mettre en forme, parce que pour moi, c'est tout un équilibre. Le grand mot. L'équilibre. Et ça, c'est dur pour moi, l'équilibre. Donc, je suis obligée de me mettre des disciplines. Là, tu médites. Là, tu t'entraînes parce que sinon, je vais être au book 24 heures sur 24. Fait que ça, c'est ma façon d'essayer. C'est quoi vos petits rituels pour inclure ça dans la journée? Ou est-ce qu'il y a un mantra, une formule quand vous vous levez? Parce qu'on parlait qu'il n'y a pas de réédition de compte au gouvernement, mais comment vous faites votre propre édition de compte pour être fier de maintenir votre énergie, de la discipline que vous vous imposez? Comment vous faites? Tous les matins, c'est drôle parce que ma petite fille, Laviana, elle vient dormir à la maison une fois semaine et je la ramène à l'école. Elle a 8 ans et on se place devant. Moi, j'ai toutes dans ma chambre, j'ai tous mes petits anges. Moi, je crois aux anges. Et on remercie. Je remercie, je demande à l'univers d'ouvrir mes oreilles pour mieux entendre ceux qui ont besoin, d'ouvrir mes yeux pour mieux les voir, d'ouvrir ma bouche pour apaiser, consoler, d'ouvrir mon cœur pour ne jamais juger et d'ouvrir mes mains pour mieux soigner. Wow. Ça, et je demande toujours qu'on mette sur mon chemin les gens qui ont besoin de moi. Donc, et d'être toujours dans ma mission de vie. Et donc, quand quelqu'un arrive, je me pose pas la question. Et tous les soirs, ben je remercie pour la journée. Puis même si j'ai eu des
des trucs, tu sais, que j'ai moins aimés. Je me dis que c'est dans ma vie pour me faire grandir. Je dis jamais je vais me plaindre de dire, tu sais, je viens d'avoir un cancer, je viens de terminer, puis jamais j'ai dit, je suis fâchée d'avoir eu le cancer, ces choses-là. J'ai eu 33 traitements de radio-chimio. Oh là là. Oui. Mais j'ai tellement grandi dans ça et ça m'a amené à rencontrer des gens d'exception et là, je veux m'impliquer pour avoir des casses réfrigérées pour les femmes. Bon, donc, il y a toujours une fin, il y a toujours une raison, je pense, quand on a une épreuve et ça fait de nous des meilleures personnes. Je pense qu'on est sur Terre pour apprendre. On n'est que de passage et je pense qu'ici, c'est une école. Donc, j'y vais comme ça et tous les soirs, avant de finir ma journée, j'essaie de m'entraîner et avant de me coucher, je remercie encore. Mais j'apporte pas les problèmes chez moi. Ouais. J'essaie de faire une coupure avec ça. Un sain rituel de coupure. J'aurais tellement d'autres questions. Je pense qu'il va falloir vous réinviter. Si on a envie de s'inspirer du book humanitaire, peut-être pour le faire dans notre région ou vous aider dans votre région, comment on vous joint? On est très facile à rejoindre. Tous les médias sociaux, Facebook, que ce soit le book humanitaire, que ce soit Qui change le monde. Et mon téléphone est ouvert 24 heures sur 24. Donc, il faut dormir aussi. Il faut l'énergie. Oui. Mais on est juste communiquer avec nous. Puis même si vous êtes loin, on va vous motiver, on va vous aider à faire des bonnes actions. On vous a entendu. Ça a été un plaisir immense, Rachel, de vous avoir avec nous. Puis je suis convaincue que vous allez influencer d'autres esprits qui sont prêts à passer à l'action. Merci beaucoup. Merci infiniment.